Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Le point littéraire. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Aujourd'hui, dans le point littéraire, nous avons donc l'honneur de recevoir d'abord en première partie Tonyenge Louise. Elle est auteure du livre Le miracle est un processus. À travers son témoignage poignant, elle nous invite à découvrir un parcours de résilience, de foi et de transformation personnelle. Ce livre n'est pas seulement une histoire, c'est un appel à croire en la puissance des petits actes, à cultiver la persévérance et à comprendre que chaque miracle est le fruit d'un cheminement intérieur. Louise nous partage son vécu marqué par l'exil, les épreuves, mais aussi par une lumière retrouvée grâce à la foi et à la préparation spirituelle. Son message est clair, le miracle n'est pas un événement soudain, mais un processus que chacun peut enclencher. Alors, allons-y, parce qu'elle est avec nous et avec grand plaisir, elle a répondu favorablement à notre invitation. Son nom, c'est Louise Tonyenge ou Tonyenge Louise. Bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Merci, bon après-midi, Monsieur Jean.
Bon, ne vous embêtez pas avec les messieurs, hein. Allez-y avec Jean-Jacques, ça ira très bien. D'accord. Le livre C'est le miracle est un processus. C'est un livre qui parle à tout le monde, du moins à ceux qui l'ont déjà lu. Le sous-titre c'est Chaque grand miracle commence par un petit acte de foi et une grande dose de persévérance. Vous avez décidé d'écrire ce livre. Pourquoi avez-vous décidé de mettre votre propre histoire dans un livre? Alors, la première raison, c'est la thérapie. Oui. J'ai voulu me soigner et j'ai voulu enfin parler parce que après 10 ans, ça pesait sur moi. Il fallait que je raconte. Et puis, parfois, j'avais des attitudes ou des humeurs changeantes qui n'avaient pas d'explication souvent. Du coup, quand j'ai rencontré Agent Livre, j'ai dit pourquoi pas. Oui. Et étant déjà au Liban, quand je revenais, je disais que malgré tout, je ferais un best-seller avec cette histoire. Du coup, j'ai gardé jusqu'au moment où j'étais prête à me libérer, à en parler. Et voilà. Pour la petite histoire et pour que les auditeurs soient au même niveau d'information que nous, vous êtes une jeune Camerounaise. Vous êtes issue d'une famille modeste. Vous avez traversé quand même des épreuves difficiles car vous êtes allé vivre dans une maison, je ne veux pas dire modeste, mais une demeure qui transpirait la pauvreté parce que votre maman a rencontré des soucis financiers. Vous êtes allé et puis finalement vous êtes sorti de là plusieurs années plus tard. À l'université, vous rencontrez quelqu'un. Vous êtes en deuxième année université, vous rencontrez quelqu'un qui vous fait savoir qu'il peut vous envoyer au Liban pour avoir un juteux travail avec de l'argent, beaucoup d'argent. Parce qu'à l'époque là, vous souhaitiez accompagner également votre mère dans ses efforts. Et là, vous tombez sur ce fameux monsieur Biko qui vous fait totalement les papiers pour le voyage et vous arrivez au Liban. Vous espériez trouver des dollars un peu partout pour les ramener à la maison, avoir une demeure, certainement un petit chalet avec le personnel de maison, mais les choses ne se sont pas exactement passées. Alors, lorsqu'on vous dit Liban aujourd'hui, à quoi tout de suite cela vous fait penser? Bon, aujourd'hui, je regarde le Liban avec un cœur d'amour et de pardon. Tout de suite, je pense à sa culture, je pense à ce que ça a développé en moi. Oui. Ça a développé en moi la persévérance. Ils ont une façon de faire, ils ont une culture d'ensemble, de vivre ensemble que j'ai appréciée. Et sans le Liban, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ça a participé à votre construction. Ah oui. Beaucoup, beaucoup vraiment. Ça fait 10 ans aujourd'hui et vous avez eu finalement le courage de raconter votre histoire. Oui. 10 ans, vous avez toujours caché l'histoire. Pourquoi aujourd'hui vous décidez finalement de tout dire? La thérapie a été progressive. Je crois que l'univers m'a mis en face de moi des personnes qui au fil du temps étaient comme un miroir de ce que je vivais, de ce que j'ai vécu. Et à un moment, j'ai dit, mais pourquoi je garde ça pour moi? Pourquoi est-ce que je ne permets pas à ce que d'autres filles, si moi j'ai pardonné, pourquoi je ne permets pas à ce que d'autres filles, d'autres femmes pardonnent? Mais en plus de ça, j'ai envie de dire, c'est une histoire un peu... comment je vais... C'est les difficiles. Non, c'est pas comme ça que je veux dire ça. C'est une histoire ancestrale. Oui, donc j'essaye de... C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui revient dans ma génération. Et j'ai dit, il faut que je traite ça. Il ne faut pas que je laisse ça comme ça. Il faut dire que lorsque vous allez au Liban, vous ne savez vraiment pas où vous êtes tenté d'aller. Non. Vous n'avez aucune information sur le Liban. Aucune information. Tout ce qui vous a été dit, c'est que là-bas, on paye en dollars. Oui. Et donc, nécessairement, vous rentrerez avec beaucoup d'argent. Mais vous nous dites que lorsque vous décidez d'aller là-bas, tous les membres de votre famille ne sont pas d'accord. Votre frère surtout est surpris de la démarche, mais votre mère est un peu plus enthousiaste et les autres membres de la famille. Mais vous êtes quand même parti. Malgré que votre corps vous parlait, malgré qu'il y avait des palpitations. Et vous dites aux gens qu'il faut quelquefois écouter son corps. Il y a des signes
annonciateur, si on ne sait pas écouter son corps, ça va être difficile de pouvoir les interpréter. Aujourd'hui, vous êtes coach, vous parlez de votre vie, vous parlez de votre expérience. Parce qu'il faut dire que dans le livre, c'est votre vie. Oui. Et je dois avouer que quand je vous regarde là présentement, j'ai du mal à croire effectivement que c'est la personne que j'ai lue ici, que j'ai en face de moi. Où est-ce qu'on a trouvé la force pour surmonter autant d'événements tragiques, autant d'événements tristes, même à la limite, je vais dire des événements horribles. Où est-ce qu'on a trouvé la force? Déjà, j'ai eu l'expérience chez ma mère. J'ai vu chez ma mère. Quand elle a eu les problèmes, elle avait cette façon, elle avait la persévérance. Elle était seule. Elle n'avait que nous et on était petites à l'époque. Et elle avait une force qui m'a tout défini. Chaque jour, elle se réveillait à minuit, elle priait. Je n'ai jamais vu ma mère pleurer, alors qu'on était quittés de 100 à 0. Et quand j'étais au Liban, j'ai découvert une coach Inyala Vincent. Oui. Et c'est elle qui a développé l'amour en moi. Je crois que j'ai passé presque tout mon temps au Liban à l'écouter, à écouter le pardon, sur l'amour, sur la patience, bref, toutes ces valeurs-là. Elle qui a transformé ça en moi et qui m'a donné envie même d'être coach. Donc quand les choses commencent à tourner au vinaigre au Liban, je ne l'écoute plus, mais j'ai ça dans mon subconscient. J'ai son message, j'ai la vie de ma mère et je me dis, la femme que je veux être là, il faut absolument que je sois cette femme. Donc l'univers, d'une manière, m'a donné tous les armes pour ne pas lâcher. C'est pour ça que vous voyez, vous avez peut-être du mal à croire que... Oui, j'ai vraiment du mal à croire. Parce que lorsque, à un moment donné, vous nous faites une description de la femme que vous étiez à l'époque au Liban, comment il était difficile de vivre, la peau sur les os et tout. Et aujourd'hui, je vois la femme que vous êtes. Je comprends qu'il y a eu une grande transformation. Vous nous dites aussi que vous avez tenu au Liban parce que vous aviez la Bible. Oui. Et même aussi, oui, la Bible et aussi, comment est-ce qu'on l'appelle le chapelet. Le chapelet. Oui. Oui. Bon, à l'époque, je n'avais personne à qui parler. Donc, étant venue d'une famille religieuse, chrétienne, presbytérienne, je n'avais que ça. Bon, parce que mon grand frère avait laissé à ma mère que prends, donne à ta fille. Donc, à un moment, et je ne voyais, et c'est ce que je voyais ma mère faire aussi. Quand elle avait les problèmes, c'est la Bible. Quand elle trouvait toutes ses réponses dedans. Donc, moi aussi, je me suis mise dans la lecture. De la Bible. De la Bible. Étudier progressivement les passages bibliques. Oui. À un moment, je ne comprenais pas, mais je ne faisais que ça. Je n'avais que ça. Donc, je ne pouvais que m'adresser soit à mon petit chien, Mavis, à l'époque, ou à moi-même. Oui, qui était un chien que les petites filles de la famille qui vous... Enfin, ceux qui vous travaillez, si on appelle ça travail. Parce que c'était beaucoup plus l'esclavage. Vous ne pouvez pas manger quand vous souhaitez, vous mangez après tout le monde. Après eux. C'était pas évident. Non. Si on vous demande aujourd'hui de reparler de ce qui s'est passé au Liban, quels sont les éléments, je vais dire que les faits qui étaient le plus difficiles à supporter pour vous? Je n'ai pas supporté leur regard sur moi. Leur façon de nous regarder est ravissante. Je crois qu'ici, chez nous, au Cameroun, je prends l'exemple du Cameroun, on a grandi avec les ménagères, les filles qui gardent la maison. Mais il y a une façon de s'entretenir avec elles qui limite touche le... C'est pas... La familiarité. Oui, on s'oublie même que c'est patron. C'est Rosine et exactement. Tout. Oui. Mais eux, il y a clairement la distance. Et même quand ils veulent faire un peu de familiarité, tu sens toujours qu'il y a quelque chose de différent. Donc en réalité, ils considèrent les Noirs comme des sous-hommes. Oui, c'est comme ça. Et puis tu ne peux pas voir une fille libanaise
travailler le ménage. Non, c'est toujours une fille noire. Une fille noire. Éthiopienne, nigériane, kenyane, bref, ça ne peut pas être une fille libanaise. Vous avez côtoyé beaucoup de filles africaines là-bas qui étaient... Oui, en cellule. On est nombreuses là dans la salle, vide, pas de lit, pas de matelas, rien. Vous dormez là, même le sol, vous attendez le tour, votre tour qu'on va vous acheter, qu'une famille va vous prendre. La première fois qu'on vous dit « je t'ai acheté », comment ça résonne dans votre tête? C'est-à-dire, j'étais tombée des nues. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. J'étais... Mais qu'est-ce que ce monsieur m'a fait? C'est comme ça que je me suis posé la question. Et je n'avais pas de force. C'est-à-dire que j'avais horreur d'être sous l'emprise du pouvoir. MTN School offre 2025 bourses scolaires. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, des laptops, des Mi-Fi avec 9 mois de connexion Internet offert et 1 an de chat GPT+ à gagner chaque semaine. Rejoins le secteur Yamo au étoile 220 dièse, postule sur yamo.mtn.cm ou paye par Momo à partir de 5 237 francs au étoile 126 dièse ou avec la nouvelle Momo App. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Alors finalement, vous vous sentez, comment dire ça? Vous êtes surprise, vous dites tout de suite, ce monsieur m'a tué. Oui. Comme vraiment pour une exclamation camerounaise. Et là, nous sommes à 2 mois de mon contrat. Oui. Qui devait durer 3 ans. 3 ans. Vous découvrez le poteau rose à 2 mois. À 2 mois. Et elle me dit, il faut absolument que je rembourse si je veux rentrer. Et puis les thèmes ils n'utilisent pas les mêmes thèmes que nous. Je disais, je veux rentrer fréquenter. Et dans sa tête, c'est rentrer, rencontrer les hommes et dormir avec les hommes. Or, chez nous ici, on utilise ça. Donc, je lui ai expliqué. Elle était très compréhensive. Et je lui ai dit, mon salaire ne donne à personne. Donne-moi, parce que ce que je vis ici, là, c'est pas ce que je croyais. Oui. Mais vraiment, j'étais très mal. Et je regardais la distance entre moi et ma famille. Je regardais le temps. Je disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors finalement, est-ce qu'on peut estimer le salaire peut-être par mois qu'on devait vous donner? À 150 000. 150 000 le mois? Oui, francs. D'accord. Francs CFA? Oui, à l'époque. Pour les Camerounaises. Parce que pour les Éthiopiennes, je crois qu'elles étaient à 75 000 ou 100 000. Oui. Les Philippines, elles pouvaient arriver dans les 300 000, 150, 200, 300 000. Le mois? Le mois. Donc, ça dépendait vraiment de ton pays, de la négociation avec celui qui t'a fait venir aussi. 150 000 francs en 3 ans? Chaque mois. Chaque mois? Oui. Oui. Donc, vous vous êtes dit tout de suite, oui, en rentrant, je pourrais construire mes maisons et tout le reste. Je pourrais avoir tout ce que je veux avec 150 000. Voilà comment moi je voyais les choses. Oui. Mais je ne me limitais pas à 150 000. Je regardais les opportunités que je pouvais saisir étant au Liban. Parce que quand on sortait et que je regardais la ville, je regardais les immeubles. C'était magnifique. C'était comme ça qu'on les appelait là-bas. Et j'ai remarqué avec elles, bon, il y a une chose, elles ont la peau blanche comme les Libanaises. Et donc, il y a un petit côté favoritisme entre eux. Parce qu'ils ont la même couleur de la peau. Maintenant, chez eux, j'ai appris aussi en causant avec elles, il y a beaucoup plus. Je sais pas, la pauvreté là-bas était peut-être tellement extrême qu'elles vivaient bien dans la maison de leur patron. Elles ont fini par s'accommoder de cette façon de faire. Mais en se plaignant dans le dos. Parce que quand moi je venais me plaindre pour voir si j'avais des alliés, elles disent toutes. C'est comme ça qu'elles sont ici. Finis seulement ton contrat, tu t'en vas. Pourquoi vous n'avez pas terminé votre contrat de 3 ans? Non, ça, je ne pouvais pas. Je ne supportais pas. Moralement, je ne supportais pas. Émotionnellement, je ne supportais pas. Physiquement, je n'arrivais plus parce que le travail était lourd. Vous voyez la fenêtre ici. Oui. Chaque jour, vous devez enlever, nettoyer, remettre. Si vous êtes seul, la porte, chaque jour, vous devez enlever, nettoyer, remettre. Les assiettes ne dorment pas sales. C'est que j'aime. Mais le travail est intense tous les jours. Et puis,
On te colle l'étiquette dès que tu veux te reposer. Vous n'avez pas le droit de manipuler le téléphone. Non. Vous ne pouvez pas vous reposer de temps en temps, sinon vous ne êtes pas paresseuse. regarder la télé. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que tu attends à la cuisine qu'on sonne pour que tu viennes te servir le café. Qu'on sonne pour que tu viennes nettoyer. Bref, je n'étais pas habituée à ça. J'ai grandi dans un autre espace. Oui. Et donc, la façon de traiter l'être humain, ça m'a dépassé. Et vous avez décidé de partir. Oui. Aujourd'hui, s'il y a une jeune demoiselle qui nous écoute en ce moment et qui a des projets d'aller au Liban, qu'est-ce que vous êtes tenté de lui dire? Là, je suis un peu mitigée parce que je suis allée en Égypte et mon expérience en Égypte était différente. Malgré que c'était les Arabes, ils étaient très accueillants. Moi, je suis allée pour soigner mon traumatisme de prendre l'avion, d'être encore avec les Arabes. J'étais un peu surprise parce que j'ai rencontré une jeune fille à l'aéroport qui était la nounou d'une petite fille libanaise. Et je lui ai demandé, ma chérie, ça va? Elle a regardé et puis dit oui. J'ai demandé, on te traite bien? Ça fait combien de temps? Elle dit, ça fait 2 ans. J'ai recommencé. J'ai dit, tu es sûr? Tu es d'accord avec la façon qu'on te traite? Tu manges après eux? Oui. Ça te va? Oui. Et puis, je viens à la conclusion que peut-être c'était moi le problème. Vous n'arriviez pas à vous accommoder. Mais c'est assez difficile quand même de vivre comme ça. Non. J'ai compris qu'il y a différents types de personnes. Il y a des si j'étais vraiment, si j'avais le pouvoir, si j'avais les alliés, je devais faire une révolution carrément par rapport à cette façon de nous traiter là. Parce que tu n'as pas ton mot à dire. Dans le contrat, c'est signé que tu travailles de 8h à 20h. 20h, tu peux te reposer. Entre-temps, 15h, tu peux sortir, tu peux marcher. Aller te balader, mais c'était pas le cas. Mais non, on t'enferme, on te laisse un plat de nourriture et puis tu peux pas bouger, tu peux pas t'habiller parce que j'avais apporté mes habits. Elle m'a dit non, ma chérie, tu peux pas porter ça ici. Tu vas attendre quand tu vas rentrer. Je regardais tous les habits, la valise que j'ai apportée là, je vais faire quoi avec? Même quand vous sortez, l'atmosphère te réduit automatiquement. C'est-à-dire, je n'ai pas compris comment quelqu'un accepte ça. Oui. Donc après, moi j'ai fait juste la conclusion que bon, il y a des personnes qui acceptent subir et il y a des personnes qui refusent, qui créent le changement. Qui ont du mal à s'aligner un peu comme ce qui se fait. Alors, est-ce qu'il y a eu de bonnes personnes, des personnes que vous avez gardées en mémoire jusqu'à aujourd'hui? Oui, je choisis de prendre tout le bon côté, même de ceux qui m'ont fait du mal. La première madame où j'étais, elle était très compréhensive. Quand je lui ai dit je vais aller à l'école, elle a dit d'accord, Yallah, mais tu vas me remettre mon argent. Si tu n'as pas l'argent, je te ramène au bureau. Mais elle était très calme, elle est avec son mari, la maison était très calme, elle ne me dérangeait pas. Elle faisait l'effort de comprendre ce que je voulais. La deuxième maison, je suis allée avec le monsieur. Là, il était toujours en déplacement. Moi, j'ai aimé le fait qu'il a pris. Il aime le Cameroun. J'ai aimé le fait qu'il aime Samuel Eto'o. J'ai aimé le fait qu'il me mette à l'honneur. Il y a eu des avantages parce que vous avez dit que vous étiez cousine de Samuel Eto'o. Cousine de Samuel Eto'o. Oh, et la voisine de Roger Mila. Oui, ça vous a donné à certains avantages. Oui, donc je suis quittée du ménage que je faisais aux soins. Infirmier, je nettoyais ses yeux parce qu'il avait fait la chirurgie, je donnais le médicament à son grand-père et je partais, je voyageais avec lui. Et maintenant quand il y avait la Coupe du Monde, j'étais assise avec lui au premier rang. Donc j'ai eu beaucoup d'honneur juste parce que vous connaissiez Samuel Eto'o fils. Et vous étiez... sa cousine. Oui, la voisine de Roger Mila. Oui, c'est plutôt passé. Mais pas pour longtemps, hein, parce qu'il y a eu quand même d'autres filles qui n'étaient pas d'accord. Oui, pourquoi est-ce qu'elle a les avantages comme ça? Moi, je vais laisser le soin à ceux qui vont lire ce livre. De découvrir le niveau d'horreur par lequel vous êtes passé. Je dois dire que ça a été même quelquefois déshumanisant. Mais je dois simplement dire une chose. Avant que les gens ne lisent le livre, parce que moi je souhaite que les jeunes filles lisent le livre. Je souhaite que les parents lisent le livre. Exactement. Je souhaite que
tous les jeunes Camerounais qui pensent aujourd'hui bouger et partir du Cameroun en se disant qu'on va trouver mieux ailleurs, que ce n'est pas toujours le cas. Non. Que quelquefois on va rencontrer pire que ce qu'on voit ici. Je ne dis pas qu'ici c'est pire, mais quelquefois on vit des dures réalités. Vous êtes parti avec de l'espoir. Vous êtes revenu au Cameroun sans rien. Sans rien. Juste en claquette. Oui. Lorsque vous revenez au Cameroun, vous avez du mal à vous adapter. Vous semblez vivre toujours ce qui se passe là-bas, mais vous avez remonté la pente. Aujourd'hui, vous êtes une femme accomplie. Les écrits nous démontrent que vous êtes, je peux dire, PDG d'entreprise. Vous avez lancé vos propres affaires. Comment est-ce que et à quel moment il y a un déclic où vous vous dites, ok, je suis revenu, je n'ai rien eu de ce que j'espérais, malgré les moqueries, malgré ci, malgré ça, il faut absolument que je décolle. Comment se passe le déclic? Déjà, quand je rentre, j'ai cette rage-là de prouver que je ne suis pas esclave. J'ai cette rage de changer les choses. J'ai la rage de dire à cette femme qui m'a traité mal que moi, je ne sortais pas d'un pays pauvre. Quand je dis pauvre, c'est dire pauvre émotionnellement, pauvre physiquement, pauvre spirituellement. Je n'étais pas d'un pays pauvre. Et même financièrement, non. Je voulais juste mieux. Oui. Quand je reviens, mes rêves n'ont pas changé. Sauf que je vis un traumatisme. Parce que quand je quitte de là-bas, je ne sais même pas à quel point je suis traumatisée. Quand j'ai demandé à ma mère, maman, est-ce que je peux encore aller à l'école? Elle me dit, mais oui. C'est possible. C'est possible. Et je rentre sur les bancs. Je décide de garder ça pour moi, de soigner ça. Il n'y a pas vraiment eu... je crois que le déclic était qu'après que je réalise que j'ai eu le syndrome de Stockholm, l'envie de rentrer, revivre la même horreur, pour, entre guillemets, changer les choses ou prouver que je ne sors pas de nulle part. J'ai une grande soeur qui m'a dit, non ma chérie, ce que tu as vécu là-bas, la façon qu'on te voit là, tu es d'abord maigre, reste tranquille, fais ton école et peut-être tu peux retourner maintenant pour t'occuper des vieillards comme tu dis que tu as aimé faire ça là-bas. Mais concentre-toi d'abord ici. Et puis, le processus de pardon, en regardant les coachings de Yala Vincent, j'ai compris que pour donner, il faut être pleine. Oui. Et mes rêves n'ont pas changé. Je les ai juste mûris. Et voilà, il n'y a pas eu de déclic vraiment parce que le déclic était au Liban. Oui. Vous avez fait des petits boulots en revenant au Cameroun. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs jeunes, que ce soit des filles ou des garçons, qui ont tenté l'aventure, ça n'a pas donné, ils sont revenus au Cameroun, ils ont du mal à se refaire une vie. Oui. Il faut donc une force morale. Et vous êtes aujourd'hui coach. Vous échangez avec ceux qui traversent des difficultés. Le discours le plus porteur que vous passez, c'est lequel? Si tu as la volonté, ta force sera à la hauteur de tes désirs. Peu importe ce que tu peux avoir vécu, ça finit par passer. Peu importe ce que tu vis, ça passe. Oui. Mais comment est-ce que tu perçois ça? Et je dis toujours, pour moi, mon thème, le plus grand thème, c'est l'amour. La meilleure façon d'exprimer son ressenti, c'est par l'amour. C'est par l'amour. Le pardon. Parce que celui qui est en face de toi est un enseignant. Cherche seulement le message. Peu importe, que ce soit celui qui te viole, que ce soit celui qui t'insulte, peu importe qui est devant toi, ce qu'il te fait, c'est un enseignant. Oui. Il fait ce qu'il a fait. Parfois inconsciemment, parfois consciemment, mais il t'enseigne. Trouve le message et cherche le moyen d'avancer. Ne reste pas bloqué là parce que moi, à un moment, je voulais rester là dans mon monde, détester les hommes. Mais avec la façon que la vie si est belle, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que c'est moi qui vais souffrir? Alors, vous ne détestez pas les hommes du tout? Non. Même, est-ce que j'avais une question quand même qui me tordait l'esprit. Est-ce que vous avez finalement revu Monsieur Biko? Non, celui-là. Jusqu'aujourd'hui? Non, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai même pas eu la force de le chercher. De le chercher. Tellement j'étais à miettes. Je n'ai pas eu la force de le retrouver. Mon numéro, c'était plus important pour moi. Oui. Ce qui était important, c'était d'avancer, de pardonner, même à lui. Oui, même à lui. Parce que même étant là-bas, il envoyait toujours les filles.
Il continue peut-être jusqu'à présent son boulot. Bon, il était très vieux déjà à l'époque. Je ne sais pas si maintenant. Il a passé le relais à quelqu'un d'autre. Ce sont des dures réalités. Même au Cameroun, vous avez constaté que la vie n'est pas facile. Vous avez travaillé dans plusieurs endroits, ça n'a pas donné, on vous payait. Vous aviez du mal à vous entendre avec votre patron, vous avez votre vision des choses. Et finalement, vous avez quand même fait preuve de résilience pour pouvoir avancer. Est-ce à dire que quelquefois, il faut taire son orgueil pour pouvoir avancer? Oui. Surtout quand tu cherches encore, quand tu apprends encore. Et la phrase de votre petite... Ali. Il avait toujours une phrase. Il faut dormir l'esprit. Tant que tu n'as pas encore... Dors l'esprit. Oui. Ma chérie, dors l'esprit d'abord. Attends. Quand c'est pas le bon moment, ne parle pas. Si ce que tu vas dire ne va rien t'apporter, vraiment reste tranquille, dors l'esprit. Apprends, porte le sac de celui qui connaît. Apprends jusqu'à ce que ce soit le moment de partir. Le monde n'aime pas les personnes intelligentes. Quelquefois, il faut se taire pour plaire. Pour plaire, quelquefois. Je ne demande pas d'être hypocrite, mais il y a une bonne façon de donner son point de vue. Il y a le bon moment de donner son point de vue. Il y a le bon milieu, la bonne manière. Mais il faut être diplomatique et il faut être sage. Le miracle est un processus. Vous pensez que toutes les choses, ou chaque chose qui nous arrive est un miracle. Être debout, être assis, avoir un boulot, même si on vous donne 70 000 francs CFA le mois, c'est un miracle. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cette opportunité-là. Vous avez pris quelques exemples de personnes qui pouvaient avoir un travail chaque fois qu'elles décidaient de claquer la porte d'une nouvelle. Il y en a que s'ils tentent, il ne va plus trouver un travail. Alors quelqu'un peut laisser un boulot aujourd'hui, le lendemain il a appelé ailleurs. Exactement. Il faut considérer donc quoi? Que chaque chose qui nous arrive est un miracle? Non, c'est pas ce qui arrive qui est un miracle. C'est le processus qui est le miracle. Parce que c'est ça qui est la transformation. Le résultat, c'est ça qui est le succès. Mais moi je dis, c'est le processus. C'est qui t'amène de point A au point B. C'est ça qui est le miracle. Parce que quand tu quittes du point A, tu n'es pas celle que tu étais quand tu es au point B. Donc c'est ça qui est le miracle. Le point B, c'est juste le résultat. C'est ça qui est le succès. C'est là où on va dire gagner 1 million en 2 jours. Alors que pour gagner 1 million en 2 jours, c'est pas évident. Donc c'est le miracle, c'est le processus. Comment est-ce que vous avez décidé de gagner 2 millions? Bon, prenons vraiment un exemple banal. Il fallait vous lever pour aller rencontrer un X ou un Y. Exactement. Vous êtes arrivé à l'endroit et donc forcément vous aurez la récompense qui vient avec. Exactement. Le livre est disponible un peu partout, on l'espère. Oui. Où est-ce qu'on peut avoir le livre et comment on fait? C'est facile si vous contactez le 691 51 53 75. Reprenez le numéro. 691 51 53 75. On va vous le livrer partout. Que ce soit à Yaoundé, Douala, Limbe, Bouya, partout. Et au-delà du livre, vous accordez des consultations, vous échangez avec des gens sur votre expérience. Parce que récemment, on vous a quand même vu à Bastos pour une petite conférence. Ça veut dire que vous restez ouverte pour échanger, pour parler de votre expérience. Sans tabou. Non, sans tabou, sans limite. Je parle de tout. Je suis coach de vie. Et les coachings, c'est à partir de 10 000 francs. Il y a des coachings qui prennent plus de temps pour ceux qui ont été... Parce que j'ai rencontré une femme qui a été violée dès l'âge de 1 an jusqu'à 8 ans. Et les parents savaient. Quand elle a arrêté le violeur, elle a dit, c'est toi qui me violais, étant déjà grande. Le violeur a dit, mais oui, mais c'est pas moi seule qui le faisais et ton père le sait. Donc, c'est une vie d'étude. Une femme comme ça, ça prend beaucoup de temps. Il faut se remettre. Il faut se remettre. Il faut pardonner surtout. Il y a une autre qui a été violée à 8 ans, qui était aussi au week-end de l'écrivain. Et elle fermait carrément. Jusqu'aujourd'hui, à 27 ans, elle est vierge. Et elle dit qu'elle espère qu'un jour, elle va découvrir la vérité. Et vraiment, c'est dommage. Moi, j'appelle aux parents de parler de nos histoires. De transmettre leur savoir. Parce qu'on meurt ou les filles se mettent dans des situations parce que
elles ne connaissent pas leur histoire. Elles ne connaissent pas la sagesse de nos parents. Oui. Et des jeunes filles, des jeunes femmes comme nous, ce que moi je dis, prêchez par l'exemple. Ne dites pas avec la bouche. Parce que les jeunes de derrière, là, ils copient ce que nous on fait. Prêchez par l'exemple. Et à la jeune fille de 16 ans, 20 ans, 18 ans, qui est ambitieuse comme moi, qui va aller découvrir, qui veut aller découvrir, qui a le courage. Eh ma chérie, calme-toi. Fais attention. Écoute d'abord les conseils. Prends le temps d'analyser l'univers qui te parle. Et Dieu parle de plusieurs manières. Donc voilà un peu, oui, je coach à partir de 10 000 francs. Vous savez, vous n'avez pas besoin de donner le prix. Hein. Moi, je crois que c'est bien d'apporter son soutien aux personnes qui sont quelquefois en difficulté. Il y a quand même un dernier aspect que je souhaitais qu'on soulève. Vous avez dit quelquefois que là-bas au Liban, vous avez béni de l'huile qui vous apportait du réconfort. Comment ça se passait? Je sais pas. Bon, j'étais arrivée à un niveau où il fallait que... parce que j'étais déjà... Moi, je dis toujours que quand j'étais à l'école, on nous a appris que le silence est la santé. Mais mon corps parlait. Mon corps faisait mal. J'entendais les veines, le sang couler dans mes veines. Et comme je n'avais personne, je n'avais pas ma mère pour appeler et dire « Maman, ça fait mal ici, maman, pardon, ici. » J'ai donc pris l'huile d'olive et je parlais. Je parlais. Je disais « Toi, tu vas me soigner. » Et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait. Et la ça foi. fonctionnait. C'est la foi. C'est la foi, ça fonctionnait. Et là, j'ai découvert aussi que Dieu, je crois que beaucoup de personnes pensent que Dieu est là-bas, alors qu'il est en nous. Quand tu arrives à l'écouter, tu découvres qu'il est en toi. Et puis, à partir de lui, tu es capable de réaliser beaucoup. J'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais même pas que je pouvais manifester. Exactement. Je dois avouer que vous ayant vu aujourd'hui, je sais que ce qui s'est souvent dit sur le Liban ou sur d'autres pays, c'est une réalité. Parce que vous l'avez vécu. Vous êtes revenu au Cameroun un peu plus forte. Vous êtes allé parce que vous aviez beaucoup de rêves. Mais l'essentiel est là. Vous êtes revenu au pays. Vous vous êtes relancé. Vous avez commencé à zéro. À zéro. Et aujourd'hui, vous êtes une femme tout à fait accomplie qui a réussi à surmonter les obstacles psychologiques, les difficultés rencontrées et tout le reste. Aujourd'hui, vous êtes une femme, je veux dire, vous êtes toujours dans le processus. Oui. Parce que vous êtes toujours dans le processus. Quel est finalement l'enseignement global que vous aurez retenu de cette malheureuse expérience? L'enseignement continue parce que il y a des épisodes qui me reviennent souvent et qui me permettent de répondre aux questions maintenant. Donc l'enseignement continue. Mais au-delà de tout, je crois que c'est le pardon. Vraiment, il faut... Ce qui ralentit les relations, ce qui tue les relations, c'est qu'on ne pardonne pas. On s'accroche sur un détail, on veut changer les gens, on veut modifier tout le monde à notre manière et on n'avance pas. Donc moi, ce que j'ai retenu au-delà de tout, parce que quand on me voit aujourd'hui, je souris, j'en fais même parfois des blagues, c'est parce que j'ai pardonné. L'amour, l'amour et l'amour. Vraiment, si vous êtes dans une relation, c'est que vous devez donner. Si vous êtes dans un lieu de service, vous devez donner. C'est ça l'amour. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre que vous ne donnez ou vous ne recrutez dans votre entreprise que des personnes qui sont capables de donner et de se donner à fond. De se donner. Pas ceux qui sont là et qui attendent nécessairement que tout leur soit donné. Exactement. Allez, peut-être un dernier mot pour la route. Parce qu'on a dit le livre est disponible un peu partout. Vous avez également des adresses sur les plateformes des réseaux sociaux? Oui, Coach Louisa 237. Oui. On peut vous suivre TikTok, partout. Oui, sur TikTok, sur Instagram, c'est la même chose. Coach Louisa. D'accord. Alors, je vais vous dire bonne continuation en espérant que beaucoup liront ce livre. J'espère. Et sauront tirer des bonnes leçons. Vous êtes encore une jeune femme
Et vous avez certainement encore beaucoup de choses à vivre. Oui. Et donc, on espère que ce n'est pas le dernier livre. Non, l'autre est en cours. Le fin réalisateur. C'est l'autre livre. Ça, je crois que ça explique encore en détail le miracle, le processus, comment les choses se relient pour ta faveur. Exactement. Merci Toniengue Louise d'être passée à la radio. Et je rappelle que votre livre a été préfacé par la sénatrice Françoise Pouémé. Oui. Pouémé, bien évidemment. Vous l'avez rencontré quelque part? Où exactement? J'ai eu le contact à travers Agent Livre. Oui. D'accord. Merci une fois de plus. Un dernier mot avant la fin. Je m'adresse toujours aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Plus de matière grise, moins de greffe. Je crois que là... C'est bien dit. Oui. Plus de matière grise. Oui, moins de greffe. Un peu plus dans la tête. Oui, un peu plus dans la tête. Un peu moins d'artifice. Oui. Oui. Merci bien. Bonne continuation. Merci. N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance